Imaginez un instant, vous grandissez sans jamais aller à l'école. Sans jamais voir un médecin non plus. Jamais. Même après une chute de plusieurs mètres ou une brûlure grave. Votre monde, c'est une montagne, perdue dans l'Idaho. Et votre réalité est entièrement définie par les croyances de votre père. Un homme qui se prépare très sérieusement à la fin du monde. C'est un tableau qui paraît presque irréel. Et pourtant, c'est le point de départ du livre de Tara Westover, Une éducation. Et il faut le dire tout de suite, ce n'est pas juste une histoire de plus sur la jeune fille qui surmonte tout pour aller à l'université. Non, c'est bien plus profond. C'est une exploration beaucoup plus sombre parfois. Absolument. Aujourd'hui, on va vraiment plonger dans ce récit pour essayer de comprendre quelque chose de précis. Comment l'éducation, qu'on voit toujours comme une clé, un outil de libération, comment elle peut devenir une force de rupture, si puissante qu'elle peut vous couper de tout ce que vous avez toujours connu. C'est exactement ça. Le livre pose une question qui est fondamentale et même un peu brutale. Quel est le vrai prix de l'éducation? Est-ce que c'est juste accumuler des savoirs, avoir des diplômes? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Ou est-ce que c'est un processus de reconstruction de soi tellement intense qu'il vous force à choisir entre la personne que vous devenez et la famille que vous aimez? C'est un livre qui va parler à tous ceux qui se sont sentis un jour tiraillés entre leur monde d'origine et celui qu'ils essayent de se construire. Alors, pour bien comprendre, il faut qu'on y aille. Emmenez-nous sur cette montagne, Bucks Peak. Ça ressemble à quoi ce monde à part où Tara Westover a grandi? Il faut imaginer un isolement quasi total. C'est une famille mormone, mais disons d'une branche très survivaliste. Le père, que Tara appelle Gene, c'est le centre de tout. Et il est guidé par une méfiance absolue envers le monde extérieur. Tout ce qui est officiel, en fait. Tout. Pour lui, le gouvernement, les hôpitaux et surtout l'école publique, ce sont des instruments du diable, de la corruption. Il a cette phrase terrible, il dit que l'école est un stratagème du gouvernement pour éloigner les enfants de Dieu. Et j'imagine que ce n'est pas juste des mots en l'air. Ça a des conséquences très concrètes sur la vie des enfants. Des conséquences extrêmes. Sur les 7 enfants de la famille, plusieurs n'ont pas de certificat de naissance, dont Tara. Il n'existe pas, légalement. Il n'existe pas. Aux yeux de l'État, c'est comme s'ils n'étaient jamais nés. Pour le père, c'est une victoire, une façon de les protéger du système qu'il déteste. Et puis pas de médecin. Jamais. Quand il y a des accidents, et il y en a tout le temps, Ah oui, c'est la mère, Fée, qui est sage-femme et herboriste, qui gère tout ça avec des plantes, des remèdes maison. et quand on dit accident, on parle pas de genoux écorchés. Le livre décrit des scènes vraiment dures. Terrifiante. Leur école, à eux, c'est la case du père, un terrain immense rempli de ferrailles, de machines. C'est extrêmement dangereux. Un de ses frères se brûle la jambe sur toute la longueur. Tara, elle-même, a des blessures très graves. Mais tout est soigné à la maison. La douleur est normalisée. Complètement. Le danger, la douleur, tout ça fait partie de leur quotidien. C'est une sorte d'épreuve divine. Leur réalité est filtrée par les histoires paranoïaques du père, qui voit des événements comme le siège de Ruby Ridge comme la preuve que le gouvernement est en guerre contre eux. C'est un monde totalement fermé sur lui-même. On se demande comment une étincelle de curiosité a bien pu naître là-dedans. Et c'est ça qui est fascinant. La première fissure, elle ne vient pas de l'extérieur. Pas d'un prof, pas d'un service social. Ça vient d'où alors? Ça vient de l'intérieur de la famille. Ah bon? Un des parents qui change d'avis? Pas du tout. C'est un de ses frères aînés, Tyler. Il est différent. Au milieu de ce chaos de métal et de sermons sur l'apocalypse, lui, il aime la musique classique. Il lit en cachette. Il ne se sent pas à sa place? Non. Et un jour, il prend une décision radicale. Il part à l'université, contre l'avis de son père qui vit ça comme une trahison absolue. Et c'est lui qui va planter ce que Tara appelle une graine de curiosité dans son esprit. J'imagine la réaction du père. Ça a dû être explosif. C'est une déclaration de guerre, oui. Pour lui, son fils est en train de céder à la propagande des socialistes, des Illuminati qui veulent lui laver le cerveau. Et c'est là que le conflit du livre s'installe vraiment. D'un côté, la loyauté à la famille, qui exige une foi aveugle, Une adhésion totale. totale. Et de l'autre, ce désir d'émancipation, qui ne peut passer que par une seule chose, le savoir, l'éducation. Et Tara, elle décide de s'engouffrer dans cette brèche. Mais comment on fait concrètement? À 16 ans, quand on n'a jamais appris ce qu'est la trigonométrie, En secret, elle achète un manuel de préparation pour l'examen d'entrée à l'université, l'ECT, et elle étudie seule, dans sa chambre. Elle raconte ça très bien. Elle dit que le plus important, c'était pas d'apprendre des faits.
C'était d'acquérir la patience de lire des choses que je ne pouvais pas encore comprendre. C'est l'apprentissage de l'apprentissage, en fait. C'est exactement ça. Elle découvre cette idée qu'un concept peut être opaque au début, mais qu'à force de travail, il finit par s'éclairer. C'est la base de tout. Et contre toute attente, ça marche. Elle est acceptée à l'université. Et là, c'est le choc des mondes. Qu'est-ce qui la frappe le plus en arrivant, lui? C'est un choc total, oui. Il faut bien s'imaginer qu'elle n'a jamais été dans une salle de classe. Elle ne sait pas comment prendre des notes, elle ne sait pas qu'il faut lire les manuels avant les cours. C'est tout un code social qu'elle n'a pas. Aucun. Et puis, il y a cet épisode qui est devenu célèbre, qui résume tout. En cours d'histoire, le prof parle des millions de morts en Europe au XXe siècle. Elle ne comprend pas. Alors elle lève la main et elle demande, très sincèrement, « C'est quoi l'Holocauste ?» Oula! Le silence dans la salle. J'ose à peine imaginer. Ce n'est pas juste un manque de connaissances, c'est la découverte d'une réalité entière qui lui était cachée. Exactement. Et c'est là que sa véritable éducation commence. Pas en apprenant des dates, mais en confrontant sa vision du monde à d'autres. En cours, elle découvre le mouvement des droits civiques, Martin Luther King, Rosa Parks. Des noms dont elle n'a jamais entendu parler, j'imagine. Jamais. Et cette version de l'histoire, documentée, argumentée, elle entre en collision frontale avec le racisme banalisé de son foyer. C'est le début de ce qu'elle appelle une déséducation. Elle doit désapprendre le monde de son père pour en construire un nouveau. Et en même temps que cette déconstruction intellectuelle, il y a une autre prise de conscience, bien plus intime et douloureuse. Oui, et c'est sans doute la partie la plus difficile du livre. L'éducation, ça lui donne les mots, les concepts, pour comprendre quelque chose qu'elle a toujours subi sans pouvoir le nommer. La violence de son frère. La violence extrême, oui. Physique et psychologique d'un autre de ses frères qu'elle nomme Sean. Il a des accès de rage terribles, il la brutalise. Dans la logique familiale, c'était juste sa façon de l'éduquer. C'était normalisé. Et à l'université, elle découvre que ça a un nom. C'est ça. Elle entend parler de bipolarité, de maltraitance, d'abus. Et tout à coup, elle peut mettre des mots sur sa souffrance. Mais nommer les choses, c'est les rendre réelles. Et ça, sa famille ne peut pas l'accepter. Quand elle essaie d'en parler, c'est un mur. Le déni. Le déni total. On l'accuse de mentir, d'être possédé, de trahir les siens. C'est terrible. Parce que d'un côté, son monde intellectuel s'élargit de façon exponentielle. Elle est brillante d'ailleurs, non? Elle est fulgurante. De cette jeune femme qui ne savait rien, elle finit par obtenir une bourse pour un programme d'échange à Cambridge, en Angleterre. Là-bas, un professeur voit son potentiel et la pousse à faire un doctorat en histoire. Incroyable. Il la compare à l'héroïne de Pygmalion, cette jeune femme des bas-fonds transformée par l'éducation. Sauf que pour Tara, la transformation est bien plus profonde qu'un simple changement d'accent. C'est son être même qui est en train de changer. C'est le point clé. Le vrai tournant pour elle, c'est pas un diplôme, c'est quand elle comprend en étudiant l'histoire que l'histoire avec un grand H, ce n'est pas une vérité divine et absolue comme les prophéties de son père. C'est une construction? Voilà. C'est le résultat d'un processus, d'une conversation entre des historiens avec leurs propres biais. Elle apprend qu'il peut y avoir plusieurs versions d'une même histoire. Et ça lui donne les outils pour faire la même chose avec sa propre histoire. Ça lui donne le droit d'avoir sa propre version des faits, de son propre passé. C'est exactement ça. Un de ses professeurs lui donne ce conseil qui devient son fil conducteur. Découvrez d'abord de quoi vous êtes capable, puis décidez qui vous êtes. L'éducation, ce n'est pas un moule, c'est un outil pour se sculpter soi-même. Sauf que cette nouvelle personne qu'elle devient est méconnaissable pour sa famille, et surtout inacceptable. Le fossé devient un abîme. Totalement. La famille finit par lui poser un ultimatum. Pour être pardonnée, pour revenir parmi eux, elle doit renier ce qu'elle a appris. Elle doit renier ses souvenirs de violence. Elle doit accepter la seule version de la réalité, celle de son père. C'est un choix impossible. C'est choisir entre sa famille et sa propre santé mentale, en fait. Et elle choisit sa vérité. Et par conséquent, elle est bannie. La rupture est finale. Et c'est là que le livre est d'une lucidité incroyable. Tara écrit cette phrase. « Je ne suis pas l'enfant que mon père a élevé, mais il est le père qui l'a élevé. » C'est une manière de ne pas renier d'où elle vient, mais sans s'y laisser enfermer. Précisément, elle accepte son passé, mais elle revendique le droit d'être devenue quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui l'amène à sa définition finale de l'éducation qui donne tout son sens au titre. Elle écrit, je cite de mémoire, « On pourrait appeler cette transformation métamorphose, fausseté, trahison, moi je l'appelle une éducation. » L'éducation n'est donc pas une accumulation de savoir. Non,
Pour elle, c'est ce changement du moi, cette reconstruction complète et parfois, oui, brutale de son identité. Au final, une éducation est bien plus qu'une histoire de réussite. C'est une méditation poignante sur la loyauté, la mémoire et sur ce processus par lequel on se forge une identité propre, distincte de celle qu'on nous a donnée. Tout à fait. Et la valeur de ce récit, je crois, c'est qu'il nous rappelle le but ultime de l'éducation. Ce n'est pas juste apprendre des choses, c'est se donner le droit et les outils de construire son propre esprit. C'est acquérir cette capacité à évaluer plusieurs idées, plusieurs points de vue, surtout ceux qui nous dérangent. C'est une histoire sur le courage de voir le monde par soi-même, même si ça signifie voir un monde différent de celui des gens qu'on aime. Tara Westover a dû se déconstruire pour se réinventer. Et son histoire, même si elle est unique, elle nous renvoie à une question plus universelle. Quelles sont les vérités qu'on a tous héritées de notre environnement, de notre famille, sans jamais vraiment les questionner? Et que serait-on prêt à risquer, au fond, pour les examiner d'un peu plus près?